demander Bon. de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, bienvenue à tous à ce deuxième webinaire du projet Récoltera, donc, qui est réalisé donc, avec l'ensemble des partenaires que vous pouvez voir sur cette diapo. Il y a pas mal d'inscrits à ce webinaire, donc c'est super chouette. Je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on va laisser le temps aux personnes de nous rejoindre au fur et à mesure et on va démarrer. Donc on a pas mal de monde autour inscrit à ce webinaire, donc au sein de nos réseaux, puis aussi à l'extérieur, ce qui montre bien l'intérêt qu'il y a autour de cette question de la transmission des collectifs et surtout les aspects juridiques autour de cette question. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet du webinaire et vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais laisser Elsa présenter le projet Récoltera, dans le cadre duquel a lieu ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Récoltera, en fait, c'est un projet d'un peu plus de 2 ans qui a été retenu dans l'appel à projet Inter-ONVAR. Donc, les ONVAR, comme vous l'avez vu, c'est les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. On est des organismes de développement agricole, on est une vingtaine. Et dans ce projet-là, il y a 11 partenaires qui ont été lauréats pour ce premier appel à projet Inter-ONVAR. Récoltera en tant que tel, la finalité, c'était vraiment de répondre aux défis du renouvellement de génération, et on sait le contexte dans lequel on est actuellement, avec malheureusement beaucoup de personnes qui partent à la retraite au niveau des actifs agricoles et qui sont peu remplacées. Voilà. Et en fait, on voulait étudier quelque chose qui était peu étudié jusque-là, c'est-à-dire la transmission, comment ça se passe au niveau des collectifs à vocation économique pour assurer la pérennité. Donc, collectif à vocation économique, on peut penser à des CUMA, à des GAEC, à des magasins de producteurs, etc. Et en fait, c'était savoir comment ça se passait au niveau humain, au niveau juridique, au niveau financier, au niveau organisationnel, dans ces collectifs-là, lors des phases de transmission, donc entrée-sortie notamment, mais pas uniquement. Voilà. Et la plus-value de ce projet-là, c'est qu'on était vraiment centré sur le renouvellement des interactions entre exploitation et l'interdépendance entre les fermes et les organisations collectives à vocation économique. Alors, les objectifs du projet en tant que tel, c'était déjà caractériser en fait les spécificités de la transmission reprise d'une organisation collective à vocation économique. Donc, qu'est-ce qu'une organisation collective à vocation économique et quelles sont les spécificités de cette transmission reprise? Dans ce cadre-là, il s'agissait d'analyser des situations concrètes de transmission au sein de ces collectifs-là, de proposer en fait des préconisations ensuite de monter en compétences pour les accompagnateurs et les accompagnés, donc en gros pour les animateurs, animatrices et agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes, et à la fin finalement de diffuser les résultats, des analyses et des préconisations. Voilà. Nous avons un séminaire de fin de projet le 7 novembre à Paris, et avant ça, on a un webinaire aussi où on parlera des résultats de ce projet-là, où bien sûr vous serez invité, vous serez mis dans les invités si vous le souhaitez. Voilà, jusqu'à présent, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a notamment été visiter des exploitations, des fermes inspirantes, pour voir comment se passait la transmission au sein de ces fermes-là qui en avaient déjà expérimenté, donc sur tous les volets, je redis, juridique, humain, organisationnel et financier. Et on a fait aussi 28 enquêtes qui ont été réalisées auprès de collectifs d'agriculteurs. Voilà. Et après, ça nous a permis en fait de sortir de ces enquêtes et de ces visites des leviers qui soient humains, organisationnels, mais également juridiques. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici en webinaire. Je vais laisser la parole à Eric Mastercue. Oui. Oui, donc là, vous avez une extraction officieuse pour le moment des leviers juridiques qui sont exprimés par les membres de collectifs qui ont été enquêtés de manière assez profonde en fait. Et parmi ces leviers, c'est très intéressant, c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit mentionné. On a différents éléments. Le contrôle de la valeur des parts, où on s'aperçoit que certains collectifs opèrent un tel contrôle de manière parfois totalement contractuelle. La sécurisation, l'impartageabilité du capital,
qui est avancé comme un levier juridique par certains, avec des choix de sociétés coopératives, on y reviendra, entre autres, hein. L'accès à des financements et aides extérieures, notamment agricoles, qu'il est utile de sécuriser, qu'elles soient d'origine publique ou privée. L'autofinancement, la mutualisation des charges, en fait, la gestion financière du développement de l'activité, qui est aussi avancée par les membres de collectifs comme un levier, et qui s'organise soit par le choix de certaines structures juridiques, soit par des voies contractuelles. La maîtrise du foncier, fondamentale, par le portage extérieur ou une maîtrise directe. L'organisation de la gouvernance, qui est clairement avancée par les membres de collectifs comme quelque chose de fondamental pour organiser la transmission. Et donc là encore, il y a des aspects contractuels et organisationnels liés à certaines formes de société. La mise en place de tests d'activité, CAE, coopérative d'activité et d'emploi, espace test, droit à l'essai lorsqu'il a été expérimenté. Et on voit là encore que certains collectifs organisent de fait des tests d'activité, soit en utilisant des voies cadrées existantes, soit en les organisant par eux-mêmes. Et l'accompagnement au pilotage d'entreprise, à la prise de décision, qui est à la fois un aspect juridique et aussi un aspect relationnel. Ces éléments-là, ils sont fondamentaux et ils permettent de structurer effectivement la question de à quoi peuvent servir les différentes formes de collectifs ou leur agencement lorsqu'on en prend plusieurs. On y reviendra. Ça, donc c'est important. Je te laisse passer. Merci. Oui, merci Eric. Du coup, effectivement, donc voilà, aujourd'hui, hein, vous l'avez bien compris, on va s'attarder vraiment sur les aspects juridiques de la question de la transmission des collectifs à vocation économique. Donc on a jusqu'à 12 heures ensemble, hein. Donc pour le contenu de ce webinaire, donc on a donc tout d'abord une intervention donc d'Amel Bounasser, donc qui est avocate au cabinet Approche Vivante du droit, et qui est donc spécialiste en droit rural et droit de l'économie sociale et solidaire, et qui a donc la particularité de pouvoir faire les ponts entre ces deux milieux, ce qui va donc être particulièrement intéressant, et elle va nous permettre elle va nous proposer une présentation autour donc, des formes juridiques justement qui existent aujourd'hui en cours de développement et leurs caractéristiques sur la question de la transmission des collectifs. On aura ensuite le témoignage de Sylvain Péchou, donc, qui est chargé de développement de la coopérative Le Champ des Possibles, donc, qui est donc une SIC. Et ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses avant d'enchaîner avec l'intervention d'Eric, qui a déjà commencé à nous parler des résultats du projet et qui là va nous parler donc, des structures collectives périphériques à la ferme et ce que ça permet en termes de capitalisation, rémunération et les avantages inconvénients autour du moment de la transmission. Et ensuite, donc encore deux témoignages donc, de Mathieu Lersteau, donc, de la ferme de Bellettre, qui est donc une ferme collective en Indre-et-Loire, qui a donc la particularité d'être en SCOP et plus récemment aussi en GAEC. Et aussi le témoignage de François Lacombe, donc, qui est en EARL aujourd'hui, en cours de transmission, et qui est aussi impliqué dans des CUMA et des coopératives, donc qui pourra nous parler aussi de la façon dont cela facilite ou non sa transmission. Donc pour ce webinaire, donc, voilà, on vous demande effectivement de couper tous les micros, hein, vous avez l'habitude. Vu le nombre de personnes, on vous propose de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On s'occupera donc de les prendre et de les proposer aux intervenants au moment des deux temps de questions-réponses, donc au milieu du webinaire après les premières interventions et les premiers témoignages, et à la fin du webinaire où on aura un temps un peu plus long d'échange. Et bien sûr, donc, le webinaire est enregistré et vous sera repartagé par la suite, ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Voilà pour ça. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir démarrer. Et avant de passer la parole à Amel, Eric voulait faire un petit point sur les GAEC et les sociétés et quelques données là-dessus, donc je lui laisse la parole. Ok. Oui, comme le disait très justement Elsa, la question de la transmission des collectifs, elle est en définitive relativement peu étudiée et
le phénomène des sociétés d'exploitation agricole est un peu un angle mort de la politique agricole. Donc, à titre de rappel, et c'est toujours utile de le savoir parce que peu de gens ont une connaissance exacte du phénomène, je tenais à ce qu'on rappelle que, d'une part, aujourd'hui, la majorité des exploitants agricoles sont en société. Là, je vous ai mis les chiffres 2021. Je n'ai pas pris le temps de prendre les chiffres 2022. Et on est à 213 000 agriculteurs en société contre 173 000 exploitants individuels. Alors, toutes sociétés confondues, hein. Et un élément intéressant par rapport justement à la question des structures périphériques, on a aujourd'hui plus de 44 000 agriculteurs qui se déclarent en pluralité d'exploitation, c'est-à-dire qui se déclarent comme euh, exerçant leur activité dans plusieurs structures d'exploitation agricole. Ça, on y reviendra. Et par ailleurs, toujours à titre de rappel, ça aujourd'hui c'est connu, la majorité des nouveaux installés s'installent aujourd'hui en société, et ce depuis 2012. Donc on est sur un phénomène montant et qui ne se dément pas, euh, avec une majorité de jeunes installés en société qui choisissent le GAEC, ce qui a un sens par rapport à la reconnaissance de chacun des exploitants à travers la transparence. Euh, et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que l'évolution des GAEC est quasi totalement corrélée à l'évolution des exploitants individuels. C'est-à-dire que lorsque voilà, le nombre d'exploitants individuels baisse, le nombre d'associés de GAEC baisse moins vite, mais il baisse aussi. Mais il y a là un phénomène de résistance à la baisse quelque part, mais pas forcément d'inversion. C'est là encore intéressant, sauf certains éléments de ressaut. Tu peux passer justement, on le voit bien ce ressaut là dans les statistiques. Non, voilà, parfait. Où le ressaut du nombre de GAEC, il est très clairement lié à la reconnaissance des GAEC entre époux et à la reconnaissance de chacun des associés dans les GAEC entre époux. Sur ce petit graphique, vous voyez la notion là, de pluralité d'exploitation, donc les associés, des exploitants qui se déclarent dans plusieurs exploitations, qui ne cessent de grimper depuis des années. La dernière petite ligne, ce sont les sociétés commerciales, qui elles aussi ne cessent de grimper, mais de manière extrêmement lente. Pour finir, tu peux passer. Pour finir, et là toujours à titre de rappel, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des évolutions en termes d'activité, hein. Les exploitants agricoles sont de plus en plus appelés à développer des activités nouvelles, qui sont pour certaines d'ailleurs pas si nouvelles que ça. Une évolution tendancielle marquée aussi vers la pluriactivité, ça aussi on pourra en reparler. Euh, et, et un développement très progressif des structures, alors entre guillemets atypiques, j'aime pas ce mot-là, mais je sais pas, j'en connais pas d'autres. Euh, donc des structures dont la forme est loin d'être majoritaire, mais sur lesquelles il y a un développement statistique réel, ou des demandes de plus en plus fortes, de plus en plus de demandes sur les scopes, par exemple. Et toujours à titre d'information, et ça aussi c'est intéressant, ce qui est toujours intéressant de noter que, euh, au regard des installations en agriculture, l'installation est très résiliente, en ce sens que une très grande majorité des nouveaux installés sont toujours en activité plus de 6 ans plus tard, ce qui démontre quand même que l'activité est relativement solide quand on compare avec d'autres secteurs d'activité. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Amel. Merci Eric. Oui, Amel, je te laisse partager ton document. Vous m'entendez correctement? Oui. Ok.
Alors, fenêtre, tac, tac. Je vous laisse me dire quand c'est OK. C'est tout bon, tu peux le passer en plein écran peut-être? Oui. C'est bon? C'est pas en plein écran. Ah, pourtant, c'est en plein écran chez moi. Bon, sinon on arrive à lire, hein, je pense. C'est bon comme ça? Oui, oui, vas-y. OK. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, donc, je vais vous parler ce matin des structures, d'un petit panorama des structures donc, existantes dans un petit peu le paysage agricole aujourd'hui, en lien avec donc, la transmission et l'étude qui a été présentée juste avant. Donc, ce qui m'a été demandé, c'est un panorama des structures existantes et aussi un petit focus sur les structures on va dire, émergente et une analyse autour de ça. Ce que je vais vous proposer dans cette intervention, c'est de traiter d'abord un panorama des structures, puis de m'intéresser à leurs critères discriminants, notamment au regard des leviers qui ont été identifiés dans le cadre de cette étude et qu'évoquait Eric tout à l'heure. Donc, j'ai choisi comme critère discriminant aussi au regard du travail que je mène par ailleurs, la question de l'objet même des structures. Donc, il existe tout un tas de structures de nature différentes, mais qui n'ont pas le même objet. Donc, on va d'abord s'intéresser à la question de l'objet, puis à la notion de capital social, de part sociale et plus globalement à ces histoires de capitalisation, de droits financiers, etc. Et puis, à la fin de la structure d'une société ou d'une structure tout court. Pourquoi ces critères? À mon sens, c'est des critères qu'on peut mettre de manière parallèle avec les leviers qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude. Évidemment que dans le cadre des structures existantes, il y aurait plein de critères de différenciation autres, mais l'idée aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement de faire un panorama ni exhaustif ni détaillé, ce n'est pas l'objet, mais de bien voir en quoi les outils juridiques existants diffèrent au regard de ces questions que je viens de citer, qui jouent un rôle essentiel dans le cadre des transmissions, notamment dans le cadre des organisations collectives. Donc, dans les structures que je vais aborder, j'ai choisi dans le panorama des structures qui existent un classement qui est plutôt lié à la lucrativité. Donc, les structures lucratives, les structures qu'on dit de lucrativité limitée, et puis les structures non lucratives, dont les sociétés et d'autres formes de structures. Amel, on a un souci sur le diapo, il ne défile pas, donc je pense que... Et il n'est pas en plein écran. Alors, sinon, peut-être que Floriane, tu pourrais le projeter toi-même. Oui, je vais J'arrête le partage. OK. Hop, est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Alors, si tu veux bien, du coup, diapositive 5. Et donc, après avoir fait ce panorama de structure, donc, je ferai un petit focus sur l'évolution du phénomène coopératif en m'intéressant à 2 sujets que je travaille particulièrement, la mobilisation des cycles et des scopes en agriculture et plus globalement et spécifiquement sur les questions de la coopération de production. Et ce sujet, en fait, on verra, est un sujet assez ancien et qui a en effet un peu un renouveau, en tout cas qui est
Et puis, pour finir, il y a cette question que j'ai choisi un peu de classer sous l'angle des communs, notamment via la mobilisation de certaines formes juridiques, dont les fonds de dotation et autres formes dans les initiatives foncières collectives, qui jouent donc évidemment un rôle essentiel dans les questions de transmission. Et l'histoire aussi du logement des paysans et des paysannes, qui est aussi un sujet central, mais que j'évoquerai assez rapidement, toujours sous l'angle de ces structures juridiques. Tu veux bien défiler, s'il te plaît. Donc, le panorama des structures. Les structures, je vous ai présenté un petit peu le plan d'intervention. Donc, juste le premier tableau, diapo 7. Donc, sur le classement que je vous propose, donc c'est une typologie qui est assez classique de structure. On va retrouver les structures lucratives dans lesquelles on retrouve les sociétés civiles, le ARL, le GAEC, la SCEA. J'ai choisi bien sûr les sociétés civiles agricoles, mais dans les questions de transmission, on s'intéresse aussi aux fonciers, et donc dans les organisations collectives que l'on peut retrouver, il y a aussi les GFA, les SCI, etc. À côté de ça, il y a aussi les sociétés commerciales, la SARL, la SAS, la SA, qui sont dans le panorama aussi des structures qui sont mobilisées en agriculture. Eric l'évoquait juste avant. Dans les structures à lucrativité limitée, on retrouve pour l'essentiel les coopératives, que ce soit SCOP, SIC, CAE, SCAEC ou CUMA. Ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr redire les acronymes au fur et à mesure, leur signification. Et enfin, les structures, dans le panorama des structures que je vous propose, il y a aussi les structures qui sont carrément dites non lucratives, dans lesquelles on retrouve les associations, les fonds de dotation. Il y a d'autres formes de structures que là, je n'évoque pas, mais je crois que déjà avec ces éléments, on a des choses assez, comment dire, globales, quoi. Est-ce que on peut passer. Donc, le premier critère discriminant, c'est celui de l'objet. C'est-à-dire qu'à travers l'objet des structures, toutes les structures n'ont pas le même objet. La loi donne en fait une définition très claire de l'objet d'une structure en fonction en fait de son ADN, en fonction de sa vocation, en fait, de l'activité qu'elle réalise, mais aussi l'esprit aussi dans lequel elle a été constituée. On retrouve par exemple l'association qui est bien sûr définie à la loi de 1901. La spécificité de l'association, c'est que c'est une convention, comme beaucoup de structures, on le verra, mais dans laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité. Et j'ai souligné en jaune un élément qui est essentiel dans l'esprit, en tout cas, des associations et dans aussi la lettre du texte. J'ai plus mon diapo. Du coup, c'est dans un but autre que le partage des bénéfices. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important dans l'objectif qui est assigné à cette structure. La question des sociétés classiques, c'est le Code civil, en fait, c'est l'article 1832 du Code civil qui nous donne la définition. L'objectif, en tout cas, des sociétés en général, c'est mettre en commun donc, des apports, des biens ou des services, ou de l'industrie, pardon, en vue du partage des bénéfices et pour profiter éventuellement d'une économie. Les coopératives, elles, plutôt leur ADN et leur objet, c'est plutôt satisfaire les besoins économiques et sociaux des personnes par un effort commun. Et enfin, si on zoome un petit peu sur des structures un petit peu coopératives particulières, on retrouve la SCOP, qui est, elle, une structure qui a vraiment pour objectif de mettre un outil de travail en commun. Et les associés choisissent de se réunir là pour exercer en commun leur profession dans une entreprise qu'ils gèrent eux-mêmes par l'intermédiaire de mandataires qui sont désignés parmi eux. Donc, on voit une logique aussi un peu particulière. Et les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui, elles, en fait, ont un caractère d'utilité sociale et qui vont du coup se construire autour de cet objet
particulier d'utilité sociale. Enfin, j'ai choisi un petit peu de vous parler du fonds de dotation, parce qu'on le retrouve dans pas mal d'initiatives autour du foncier notamment. Et là, c'est plutôt sur les ressources financières, mais aussi l'intérêt général, c'est-à-dire qu'il gère en fait des biens et des droits de toute nature qui lui sont apportés de manière irrévocable, et ça en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général. Est-ce qu'il serait possible de défiler Merci. En ce qui concerne l'autre critère dont j'ai choisi de vous parler, c'est le capital social. Par exemple, dans les associations, on n'a pas cette notion de capital social, alors qu'on retrouve, et c'est un élément essentiel de la définition des sociétés. Dans une société, on a un capital social, c'est-à-dire qu'on a ce pot commun de départ que les associés vont constituer par leurs apports, qui est divisé en parts sociales qui sont attribuées aux associés à proportion des droits et à proportion de ce qu'ils ont fait comme apport. Ça leur donne des droits financiers et des droits aussi politiques, des droits de vote. Eh bien, dans les associations, on ne retrouve pas du tout la notion de capital. Et donc, a fortiori, on ne retrouve pas ce critère dans la distribution des droits financiers et des droits aussi de décision. Donc, il y a une forme de déconnexion entre le capital et les droits. Et c'est une structure, l'association, qui est à but non lucratif. Donc, on a en plus un élément essentiel, en tout cas du droit des sociétés, qui est neutralisé, qui est le partage des bénéfices. On retrouve donc du coup dans les sociétés civiles et commerciales, puisque la détention de parts sociales donne des pouvoirs politiques et financiers à proportion des parts sociales que l'on détient. Ces mêmes parts sociales aussi sont revalorisées dans les sociétés civiles et des sociétés commerciales, c'est-à-dire qu'elles ont une valeur donnée à un instant T, et cette valeur évolue dans le temps en fonction de critères qui sont patrimoniaux et économiques. Ça veut dire qu'il y a une forme de variation de la valeur en fait, du ticket d'entrée dans une structure, qui peut varier selon des critères objectifs, patrimoniaux et économiques, mais qui joue du coup un rôle dans les questions de transmission, puisque une structure qui a été constituée avec des apports quelques années avant, plusieurs dizaines d'années avant, a une valeur qui, a priori, croissante dans le temps. Et donc, voilà, on a peut-être ce qui peut constituer une barrière à l'entrée lors de la transmission. Les coopératives, eh bien là, c'est des formes spécifiques de société, les coopératives, que ce soit les SIC, les SCOP, les CAE, les CUMA, etc. Mais dans leur logique, dans les questions de part sociale, de capital social, mais aussi de droits politiques et financiers que les associés coopérateurs, non coopérateurs vont avoir, eh bien, on a ce principe de lucrativité limitée. Pourquoi on parle de lucrativité limitée au sein des coopératives? Déjà, il y a un partage possible, mais ce partage est très limité du bénéfice lorsqu'il existe. Mais ces bénéfices, et ça c'est marqué dans la loi de 45, des coopératives sont prioritairement affectés à la consolidation de la structure. Donc ça, c'est aussi un critère qui est essentiel dans la distinction entre les logiques des fonctionnements et même le droit applicable à ces structures-là. Et puis, ce que je vous parlais juste avant, c'est-à-dire ce que j'évoquais juste avant sur les questions de revalorisation des parts sociales, eh bien, c'est des questions qui n'existent pas, entre guillemets, ou peu en matière de coopérative, puisque les parts sociales restent à la valeur nominale. La valeur nominale, c'est la valeur historique des parts sociales, c'est-à-dire à la création de la structure, on a une part sociale une valeur de part sociale qui est déterminée, et cette valeur, en fait, va rester, n'est pas réévaluée, contrairement à la valeur vénale qu'on obtient suite à une réévaluation. Le fonds de dotation, eh bien, il n'y a pas de notion de part sociale également dans le fonds de dotation. Et puis, c'est une structure aussi qui a but non lucratif, c'est-à-dire que même la question du partage des bénéfices, la réévaluation des parts sociales, etc., n'est pas évoquée. Et ce critère-là joue sur les questions, du coup, évidemment, de transmission. On peut passer à la suite. Un autre élément qui est essentiel, c'est la fin de ces structures-là. C'est-à-dire, que se passe-t-il en fait
dès lors qu'on a une fin de ces structures-là, une dissolution, voilà, on décide de mettre fin à une structure, eh bien, dans les associations, on n'a aucun partage de ce qu'on appelle le boni de liquidation. C'est l'actif net, en fait, qui va rester dès lors que, en fait, il reste, on va dire, un petit quelque chose à la structure une fois qu'elle a liquidé l'ensemble de ses actifs et payé ses dettes. Quand on a ce boni de liquidation, ce petit quelque chose, ou ce gros quelque chose d'ailleurs qui reste, eh bien, dans les associations, il est nécessairement dévolu à une autre association. Dans les sociétés, cet actif net, lui, est partagé entre les associés. Dans les coopératives, cet actif net n'est pas partageable entre les associés. Il doit en fait être dévolu à une autre coopérative ou à une structure de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, dans le fonds de dotation, eh bien, cet actif net n'est pas dévolu en fait à aucune forme d'autre structure qu'un fonds de dotation ou une fondation qui est reconnue d'utilité publique. On voit bien que c'est des logiques en fait aussi qui sont différentes par rapport à tout ça. On peut passer sur ces aspects-là. Sur la mobilisation des SIC et des sociétés coopératives autres comme les CAE ou les SCOP, eh bien, on peut passer à la structure suivante. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des épiphénomènes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'évoquait Eric tout à l'heure qui existe, qui a vraiment en fait un intérêt, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qui est assez marginal en nombre. Et même si les réflexions, en tout cas les questions que posent ces structures-là sont essentielles. On peut poursuivre. Donc, j'avais envie de vous parler donc, des sociétés coopératives d'intérêt collectif et des CAE. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont du coup c'était les nouvelles venues des coopératives et elles se caractérisent en fait par deux caractéristiques qui sont essentielles. La première, c'est que la société coopérative d'intérêt collectif a un objet d'utilité sociale, d'intérêt collectif, mais aussi c'est une structure qui rassemble des personnes qui ont un intérêt qui est très différent avec la coopérative. C'est-à-dire que dans les coopératives au sens large, plutôt les sociétés, les coopérateurs ont un rapport qui est assez identique. On a des coopératives de consommateurs, de consommatrices, on a des coopératives agricoles, on a des coopératives d'habitat, etc. Le propre de ces coopératives, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle la question de l'exclusivisme, c'est-à-dire que les associés sont à la fois associés, mais ils profitent aussi des services qui sont proposés par la coopérative. Là, le rapport, le lien entre les associés de la coopérative a des sources qui sont très différentes. Le multisociétariat, on peut passer à la diapositive suivante, c'est le multisociétariat qu'on va retrouver puisque les sociétés coopératives d'intérêt collectif, par essence, rassemblent des personnes qui sont d'horizons très différents. On a des productrices, producteurs de biens et de services, on a les salariés de la coopérative potentiellement, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, mais aussi des personnes qui sont bénévoles. Et là, c'est assez inédit. Dans cette structure, on peut aussi retrouver des personnes publiques. On peut passer cette diapositive également. On peut passer celle-ci, merci. En ça, en fait, cette spécificité permet de construire des réponses qui sont intéressantes à beaucoup de questions de transition agricole. J'avais envie d'évoquer plusieurs exemples qui existent. On peut passer assez vite là-dessus. Donc, on a l'épicerie, par exemple, une épicerie à Malestroit qui rassemble du coup des producteurs, des productrices et aussi des consommateurs et consommatrices. On peut passer assez rapidement. L'abattoir intercommunal de Rostronin qui était en danger quand on sait que les questions de maillage des abattoirs sur le territoire français, à quel point c'est une question qui est importante, ce maintien des abattoirs. C'est un abattoir qui a été repris
par des producteurs, productrices, mais aussi par des bouchers, des personnes qui travaillent en fait dans ce secteur-là, des artisans, mais aussi des consommateurs, des consommatrices. Et ils ont, dans le cadre d'une délégation de services publics, gèrent en fait en société coopérative d'intérêt collectif cet abattoir intercommunal. On peut passer. Il y a aussi la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif Passeur de Terre, qui est une société coopérative en Pays de la Loire qui s'est constituée autour de cette même question de rassembler dans une dynamique de multisociétariat plusieurs parties prenantes pour eux, là, travailler sur la question de l'accès au foncier. Donc, c'est une foncière qui s'occupe donc d'acheter dans le cadre de cette société coopérative d'intérêt collectif des terres, du foncier, le mettre à disposition de paysans, de paysannes. On peut passer. On peut passer également voilà, assez rapidement. Les CAE, les sociétés coopératives d'activité et d'emploi, c'est des sociétés qui sont nées de la pratique dans les années 90 et qui ont été reconnues par la loi dans le cadre de la loi de 2014. Donc, vous voyez, une reconnaissance assez récente. Et en agriculture, on les retrouve mobilisés aujourd'hui dans des structures. On peut passer à la diapositive suivante, dans des structures telles que le test d'activité qui était évoqué dans les leviers tout à l'heure. Donc, la définition qu'en donne la loi, la coopérative d'activité et d'emploi ont pour objet principal l'appui à la création ou au développement d'activités économiques par des entrepreneurs, personnes physiques. Elles mettent en œuvre un accompagnement individualisé et des services aussi mutualisés. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette forme juridique qui a été utilisée notamment dans ce qu'on appelle les SIAP, coopératives d'installation en agriculture paysanne. On peut passer aux exemples. Donc, comme en Pays de la Loire, mais il y en a d'autres qui se construisent. Voilà, donc c'est un outil qui a été construit sous cette forme-là et qui permet du coup de favoriser l'installation à travers justement le test d'activité, mais aussi des stages, par exemple le stage paysan créatif, qui permet en fait déjà de pouvoir construire un lien avec le territoire dans lequel on souhaite s'installer, de pouvoir se tester, de pouvoir faire des stages auprès de plusieurs paysans, paysannes référentes, mais aussi peut-être aussi de bénéficier d'un portage d'activité, c'est-à-dire que la structure devient en fait la structure juridique par laquelle la porteuse de projet exerce son activité pendant un temps tampon dans lequel il peut consolider son projet avant de le mettre en œuvre. On peut avancer sur le diaporama. Je voulais évoquer rapidement aussi. Je me permets simplement de te demander de terminer assez rapidement pour pouvoir passer au témoignage. Oui, tout à fait. Ouais. Sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif qu'on peut retrouver par ailleurs, on peut retrouver le GRAP, qui est une structure qui va plutôt, elle, s'intéresser à une organisation plutôt de filière autour des questions de l'alimentation sur un territoire donné. Donc là, c'est une société coopérative d'intérêt collectif à l'échelle régionale. Pour conclure, simplement, si on pouvait finir sur la coopération de production. Donc, la coopération de production, c'est ce qu'on retrouve dans les SCOP et les sociétés coopératives dites SCAEC, qu'on connaît très mal, mais sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. En fait, le phénomène de coopération en agriculture est assez ancien, mais la particularité de ce phénomène de coopération de production, c'est qu'on ne coopère plus simplement pour mutualiser, comme dans une CUMA, du matériel ou des approvisionnements ou encore la commercialisation. Là, on met en commun dans un outil partagé entre les associés un outil de production qui est sous forme coopérative et donc qui obéit à toutes les caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure. Et ça permet en fait de toucher un certain nombre d'aspects, notamment en ce qui concerne la transmission, puisqu'on touche à ces questions de capitalisation, de gouvernance, d'impartageabilité que j'évoquais tout à l'heure. Donc la FNCUMA a travaillé cette question de coopération de production, notamment dans le cadre d'un d'un fascicule qu'on peut retrouver, qui a été édité en 2014, où il retrace en fait notamment les racines historiques de la coopération, et on se rend compte que le phénomène qu'on retrouve aujourd'hui sur les scopes, etc., c'est quelque chose qui était assez concomitant à la création des GAEC quelque part, et puis le cheminement qui a été pris
dans le cadre de la mise en œuvre du phénomène sociétaire en agriculture aujourd'hui. C'est plutôt concentré sur les GAEC et les autres formes de structures, mais aujourd'hui, on a un regain sur ces sociétés coopératives de production. Voilà. Je vous remercie et puis je mettrai à disposition des choses sur la coopération de production et notamment la SCAEC, puisqu'il en existe une à Die qui fait donc de la clairette et qui existe depuis plus de 60 ans. Et un peu leur slogan, c'est une installation à 20 000 €, puisqu'ils sont toutes salariés de la structure. Ils ont toutes mis 20 000 € pour pouvoir rentrer au sein de la structure. Voilà, j'ai un tout petit peu débordé, je suis désolée, mais la demande est toujours un peu fort. Voilà. Oui. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre écoute pour les questions. Oui, et du coup, comme je l'indiquais au début, n'hésitez pas à faire passer vos questions au fur et à mesure dans le chat. Hein. On les relaiera à la fin du témoignage donc de Sylvain, qui du coup arrive pile poil dans la continuité de ce qu'Amel vient de dire, pour parler justement de la CAE SIC, le champ des possibles. Et je mentionne aussi qu'on parlera des scopes aussi par la suite avec la ferme de Bellettre après, plus tard dans le webinaire. Voilà. Donc Sylvain, je te laisse prendre la parole. Oui, merci. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. OK. Donc oui, ça prend la suite de manière assez directe de la présentation d'Amel, puisque du coup, nous, les champs des possibles, on est effectivement une CAE, SIC, SARL. Donc on a cet objet CAE et ces deux statuts, SIC et SARL. On est né en 2009 du réseau des AMAP d'Île-de-France, avec une volonté d'accompagner l'installation agricole. De réfléchir à renouveler un peu les conditions d'exercice du métier et une réflexion sur la propriété de l'outil de production. Donc, on a été sous statut associatif de 2009 à 2016 et on s'est transformé en SIC en 2016 pour devenir une CAE. Cette CAE, elle compte 80 associés, 7 catégories d'associés. Donc, parmi ces associés, on a notamment des partenaires techniques et économiques, donc des clubs SIGAL, donc des clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, des groupes en AMAP, on a des collectivités territoriales et on a des citoyens engagés, tous étant invités à venir prendre leur part dans les problématiques d'installation agricole, à la fois en contribuant à la gouvernance de la coopérative, mais aussi en contribuant au financement de l'outil de production. Voilà. Donc cette coopérative, elle regroupe 80 associés aujourd'hui, 50 entrepreneurs, une cinquantaine d'entrepreneurs et une dizaine de salariés dans l'équipe interne. On a 3 objets principaux. On est ce qu'on appelle un espace test agricole, qui fait spécifiquement du coup du test d'activité préalable à l'installation. Pour ceux qui souhaitent rester à l'issue de leur test d'activité, on propose du coup la brique CAE, donc coopérative d'activité et d'entrepreneurs, où les personnes viennent développer de manière pérenne leur activité au sein de la coopérative en tant qu'entrepreneurs salariés associés. On pourra revenir un petit peu là-dessus si vous voulez. Et puis, on est aussi un organisme de formation voilà, pour le monde agricole. Donc, les champs des possibles, c'est aussi un archipel de structures. Comme beaucoup, du coup, on a dû créer plusieurs structures pour répondre à nos besoins. Donc, on a cette fameuse SIC, mais on a aussi une association qui est liée à la SIC et qui permet de porter certains projets pour lesquels la SIC est limitante et certains financements pour lesquels la SIC est limitante, notamment des financements de fondations. Et puis on a 2 CUMA du coup qu'on a été amené à créer au fil des années pour porter dans un cas un bâtiment et dans d'autres cas du matériel agricole. Voilà. Donc ce que je voulais vous partager un petit peu pour échanger sur les questions de transmission, c'est la question des régimes de propriété au sein de la coopérative. Au sein de la coopérative, on a 4 régimes de propriété de l'outil de production. On en a 2 qu'on va appeler la propriété déportée et 2 autres qu'on appellera la propriété coopérative. Dans la propriété déportée, donc il y a la CUMA. Donc une partie de notre matériel n'est pas propriété de la coopérative, mais propriété d'une CUMA dont nous sommes membres et pour lequel il a fallu qu'on aille chercher un certain nombre de partenaires agriculteurs sur le territoire pour avoir le nombre de 4 minimum agriculteurs pour monter une CUMA. On a aussi un régime de propriété purement privée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des entrepreneurs qui arrivent dans la coopérative en ayant déjà un outil de production.
Donc c'est assez rare, mais ça arrive. On a eu des gens qui étaient installés à titre individuel et qui voulaient rejoindre la coopérative et qui arrivent avec leur outil de production. Et dans ce cas-là, la propriété de l'outil de production est purement privée. Et donc la transmission, elle se fait comme se fait une transmission classique. Voilà. Dans les régimes de propriété coopérative, on a une propriété semi-privée. C'est-à-dire que c'est l'activité de l'entrepreneur qui va être propriétaire de son outil de production. Donc c'est un petit peu subtil. C'est bien la coopérative in fine qui est propriétaire, mais du coup dans notre comptabilité analytique, tout ça est fléché sur l'activité de l'entrepreneur et c'est lui qui le finance. Voilà. Donc l'entrepreneur, il supporte les amortissements, il supporte les remboursements d'emprunts bancaires, il bénéficie éventuellement de subventions d'investissement qu'on va aller chercher pour lui. Voilà. Et à la sortie du coup s'il veut sortir du coup de la coopérative, et ben, il possède du coup cet actif au sein de la coopérative qu'il va falloir transmettre. Voilà. Et puis on a une propriété purement collective que j'appellerais le terre de lien intégral. Et donc c'est du coup la coopérative Champ des Possibles qui est propriétaire de l'ensemble de l'outil de production. Donc, on a plusieurs fermes comme ça où, du coup, les bâtiments sont propriété de la coopérative, les matériels agricoles sont propriété de la coopérative, les tunnels sont propriété de la coopérative et les entrepreneurs sont des usagers qui utilisent ce matériel avec une location. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est le cas pour nous ultime en termes de transmission et ça se rapproche du coup du cas de la SCAEC de Vercheny qu'on était allé visiter en 2013 et qui nous avait fortement inspiré, c'est-à-dire que les entrepreneurs arrivent, prennent des parts sociales dans la coopérative, font toute leur carrière au sein de la coopérative, et quand ils partent à la retraite, partent avec les parts sociales qu'ils ont amenées au début, mais laissent l'outil de production aux repreneurs. Voilà, donc là, on a comme terre de lien, on a figé, entre guillemets, les questions de transmission. C'est une bonne fois pour toutes une propriété collective de l'outil de production. En termes de rémunération maintenant, comment ça fonctionne? Du coup, dans la coopérative, les entrepreneurs salariés se rémunèrent avec un salaire qui a une part fixe et une part variable. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et du coup, le résultat de leur activité, tous les ans, est passé en provision pour salaire. Une provision qu'il faut qu'ils consomment dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice comptable précédent. On n'a pas de rémunération des parts sociales au sein de la coopérative. On n'a pas d'accord d'intéressement. Donc, la seule façon de se rémunérer, c'est par le salaire. Alors, Sylvain, on ne t'entend plus. J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Mince. Alors. Bon, eh bien, en attendant que Sylvain revienne, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est prendre déjà des questions. Peut-être qu'il y avait pour Amel. Oui. Alors, il y avait une question pour Amel. Alors, concernant les SIC, la définition de la gouvernance, proportion des droits de vote, création et répartition de collèges, peut-elle être source de complexité dans leur création par rapport à d'autres formes sociales comme les GFA ou les SCI? Après, moi j'ai tendance à dire que la complexité, la construction d'une gouvernance ne tient pas à la forme juridique. C'est-à-dire que, à mon sens, il n'y a pas plus de complexité dans la mise en œuvre d'une société coopérative d'intérêt collectif que dans un GFA ou une SCI. Je travaille beaucoup sur les questions des structures citoyennes de propriété du foncier notamment, et on se rend bien compte que quand on a une SCI ou un GFA à 100 ou à 200 associés, en fait, la difficulté, voilà, c'est pas tant la forme juridique que le nombre, et puis même parfois aussi l'investissement des personnes. Enfin, il y a d'autres questions qui, à mon sens, touchent peut-être un volet qui est aussi travaillé dans Récoltera, c'est le volet humain peut-être aussi, et moins la forme juridique. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que voilà, c'est pas là-dessus que ça se situe. Ok, merci. Je crois que Sylvain est revenu, Floriane. On retourne à son témoignage. Sylvain, tu nous entends?
Ouais, j'espère que ça va Ah oui. fonctionner. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Non, j'en étais pas loin d'en avoir terminé. Juste du coup, cette question de la rémunération qui est spécifique au CAE, elle est bloquante pour le développement des activités et elle est un peu problématique en termes de transmission aussi. C'est-à-dire que pour le régime de la propriété semi-privée dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, on a des activités qui vont qui se développent au sein de la coopérative. Et du coup, la seule façon, du coup, en théorie, d'utiliser leurs résultats, c'est en rémunération. Et de l'utiliser dans les 6 mois qui suivent la clôture comptable de l'exercice. Donc, du coup, c'est bloquant. Donc, on est en train de réfléchir à la filialisation d'activités, c'est-à-dire faire remonter, du coup, une part du résultat de ces activités dans les réserves de la coopérative. Donc, c'est des réserves qui deviennent impartageables. Mais du coup, créer des filiales, donc créer des scopes dans lesquels ces activités vont sortir et dans lesquels la coopérative va investir. Voilà. Donc, ce qui permettrait du coup de leur transmettre une partie des réserves qu'elles ont accumulées pour développer l'activité. Voilà, donc la CAE, ça fonctionne bien, mais c'est problématique pour les activités qui vont connaître un fort développement. Voilà. Donc, du coup, on a cet objet de filialisation dans d'autres structures coopératives pour les activités matures. Voilà, puis j'avais un petit point sur les aides, juste pour dire que du coup, du fait de la reconnaissance récente des SIC comme agriculteur actif, on a accès à une bonne partie des aides, notamment de la PAC, mais on n'a encore pas accès à la DJA, ni à l'ICHN, ni au crédit d'impôt bio. Voilà, donc ça, c'est des combats qu'on est en train de mener et qu'on n'est pas sûr de gagner, en tout cas à court terme. Voilà, j'en avais principalement fini. Super, bah merci beaucoup pour ce témoignage qui vient bien illustrer du coup cette question. Je ne sais pas du coup Elsa, s'il y a d'autres questions, je propose qu'on en prenne une paire. Et puis Oui. voilà, allez. Alors, ouais, donc il y avait une question, alors soit pour Amel, soit pour Eric. Peut-être Eric. Savez-vous s'il y a des avancées concernant la possibilité de percevoir des aides de type DJA avec règles de transparence au sein de structures coopératives? Alors juste la réponse est pour l'instant non. On est toujours bloqué par un article D343-4 qui impose que le jeune agriculteur soit non salarié agricole pour bénéficier de la DJA. Et là, il y a un élément clairement bloquant sur ce schéma-là et qui ne se réglera pas forcément tout seul parce que ça pose quelques vraies questions sur l'accès justement aux aides à l'installation par rapport au statut de salarié. Il faudrait pratiquement définir un statut d'exploitant salarié qu'on puisse différencier du statut de salarié subordonné. C'est très, très, très particulier. Mais donc, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. On y travaille. On y travaille. Ok, merci Eric. Question pour Amel aussi. Dans le cadre d'une dissolution d'association afin d'évoluer vers une société, est-il possible de transférer le boni de liquidation à cette société? Ça reviendrait à un partage en fait du boni de liquidation qui est interdit en fait dans les associations. Les associations, donc non. Okay. Un peu dans le même thème. Peut-on avoir une augmentation ou une diminution du capital dans les scopes et SIC? C'est des sociétés à capital variable. Hein. De toute façon, c'est des coopératives. Toutes les coopératives sont des sociétés à capital variable. Et donc, le propre des sociétés à capital variable, c'est que leur capital social peut varier. On peut aussi avoir des sociétés à capital fixe dont le capital varie. En fait, le capital d'une société, pour être plus concise, peut toujours varier. Ça, c'est donc augmentation, diminution. Ce qui va varier entre le capital variable et le capital fixe, c'est les démarches qui seront nécessaires et le formalisme de cette augmentation et diminution de capital. Voilà. Autrement, un capital social de société, quelle qu'elle soit, peut toujours varier, toujours évoluer ou diminuer ou augmenter. Okay. Ouais, ok. Une question sur les GFA. Où se placent les GFA dans le panorama que tu nous as présenté, Amel? Les GFA sont des sociétés donc civiles, qui sont plutôt dans la catégorie des structures
dites lucratives. Pourquoi? Parce que le principe que j'ai évoqué tout à l'heure sur la réévaluation des parts sociales, l'impartageabilité ou pas du boni de liquidation, toutes les questions qui sont aussi liées à la réévaluation des parts sociales, les pouvoirs politiques, etc. Voilà, il y a toute une série d'éléments qui plutôt en fait les classent dans les structures à but lucratif. Ensuite, c'est des sociétés civiles qui ont en fait aussi cette caractéristique essentielle d'être des sociétés très souples dans lesquelles on peut prévoir de manière contractuelle plein de choses. Notamment, on peut lire dans des statuts de GFA ou de SCI citoyenne le fait de bloquer l'évaluation des parts, le fait de venir travailler un petit peu la gouvernance pour la déconnecter de la détention du capital, etc. Il y a des marges de manœuvre, c'est sûr, mais notamment sur les questions de bloquer l'évaluation des parts sociales à la valeur nominale, par exemple, l'effectivité juridique de ce genre d'arrangement statutaire pose question, et même sa validité d'un point de vue fiscal aussi peut poser question, parce qu'on bloque des plus-values et donc l'assiette d'imposition du fisc. Donc on pourrait peut-être rentrer aussi dans des enjeux. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce que je viens d'évoquer. Ok. Tu nous as parlé, hein, Amel, de la SCAEC, de l'Union des jeunes viticulteurs récoltants à Die. Est-ce que tu peux te dire brièvement la différence entre cette SCAEC et une SCOP? Eh bien, la SCAEC, en fait, a déjà dans sa dénomination, hein, Société coopérative agricole d'exploitation en commun, c'est un outil, en fait, qui fait partie des sociétés coopératives agricoles. C'est-à-dire que, en fait, contrairement à la société coopérative ouvrière de production, qui, elle, est une structure qui peut intervenir dans tout un tas de pans d'activités humaines, y compris les activités non agricoles, là, la spécificité de la SCAEC, notamment, c'est que c'est une société agricole qui est régie par les statuts type agricole. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est la spécificité essentielle, quoi. Dernière question pour toi, Amel. Quel intérêt de la propriété coopérative semi-privée pour la coopérative et pour l'entrepreneur? Alors ça, je ne comprends pas bien la question, peut-être. C'était peut-être pour Sylvain. Oui, c'était plus pour moi, je Ouais. pense. Ouais. Du coup, on a des entrepreneurs qui veulent se constituer malgré tout un patrimoine. Et donc, c'est une façon de se constituer un patrimoine par rapport à la propriété coopérative, dans notre cas. Question à toi, toujours Sylvain. Et le foncier? Interrogation. Alors, le foncier, du coup, la coopérative, elle est propriétaire de plein de choses, mais pas de foncier. Du coup, on est locataire sur toutes nos surfaces, donc locataire de terres de liens pour plusieurs fermes et locataire, du coup, de collectivités territoriales. Voilà, donc on fait en sorte, du coup, de trouver des bailleurs publics ou privés pour pas avoir à gérer cette question du foncier. Ok, très bien. Eh bien, on en a terminé avec les questions, Floriane. Super. Et ben, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Et puis, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions au fur et à mesure. On aura tout un temps aussi à la fin pour y répondre. Et du coup, je vais laisser la parole à Eric, qui aura la lourde tâche de rapidement, en quoi, 15-20 minutes, nous présenter un petit peu les structures périphériques à la ferme. Et est-ce que ça permet? À toi la parole, Eric. Oui. Hop. Vous voyez mon diapo? Oui, très bien. Oui, parfait. Oui, donc on va essayer d'aborder cette question des structures périphériques. Donc moi, je suis juriste et directeur adjoint de GAEC et Sociétés. Je m'occupe justement très essentiellement des GAEC, mais pas exclusivement. Et on est assez, on est très ouvert sur les nouvelles formes de sociétés, justement. Cette question, elle est complexe. La question des structures périphériques et de leur utilité. Plutôt que de commencer à m'embourber dans les différentes structures, j'ai préféré aborder la question par rapport aux attentes exprimées par les porteurs de projets et issues de l'étude Récoltera,
un peu retravaillé par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est pour ça que je trouvais utile de le présenter. Lorsqu'on regarde quelles sont les attentes des porteurs de projets, de quoi ils nous parlent? Ils nous parlent de rentabilité, de flexibilité par rapport aux activités développées, c'est-à-dire ce qu'ils souhaiteraient pouvoir mettre en œuvre, d'accès à un statut social plus protecteur, d'accès au régime agricole, on parle essentiellement des aides, de la maîtrise du coût de l'installation et de la transmission, par des biais divers dont on reparlera, de l'accès au foncier, de la réversibilité du projet. Dans les attentes des nouvelles générations, la question de la réversibilité, elle est fondamentale, et très, pour le coup, novatrice par rapport à des générations plus anciennes. Établir un peu ces différents éléments, ça permet aussi de se donner une stratégie dans la mise en œuvre d'une solution aux attentes des porteurs de projets dans une perspective d'installation de transmission. Il faut définir les objectifs pour établir une stratégie et éventuellement aboutir à un montage. Sachant que, Amel l'a bien développé, lorsqu'on regarde les différentes structures utilisables pour structurer l'activité agricole, ou plus généralement d'ailleurs des activités économiques, ou la détention de certains éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation, on a des limites propres aux différentes formes de société. En termes d'activité possible, elle en a parlé, en termes de valorisation ou d'absence de valorisation du capital, c'est la question de la dépatrimonialisation des éléments d'actifs qu'on va retrouver en société coopérative ou en association. En termes de décorrélation entre la détention du capital et la rémunération du travail, où là, pour le coup, il y a des structures qui créent une réelle décorrélation, c'est le cas des coopératives, et d'autres où on peut faire ce choix d'une décorrélation. Rien n'interdit dans une société civile d'exploitation agricole d'attribuer une part de résultat ou une rémunération du travail spécifique qui soit complètement déliée de la participation au capital. Il y a un peu moins de liberté sur la décorrélation entre la participation au capital et les droits de vote. Mais cette liberté, on va la retrouver par exemple en GAEC ou en SCEA. Pas forcément en EARL ni en GFA, pour ceux qui connaissent ces sujets-là, mais j'irai pas là-dedans. Et puis, il y a effectivement des différences en termes d'accès à un statut social, entre guillemets, plus protecteur, de type salariat. Il y a des structures qui ne permettent pas vraiment d'aller dans cette direction-là. Donc, pour arriver à trouver des solutions par rapport aux attentes des porteurs de projets, en tenant compte des limites pouvant exister d'une société à l'autre, on va éventuellement chercher à utiliser des structures périphériques. J'ai bien aimé l'expression de Sylvain sur la notion d'archipel de structure. C'est un peu à ça qu'on aboutit parfois dans certains cas. Attention, il n'y a pas de martingale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution toute faite à une problématique. Chaque solution va dépendre de ce qu'attendent les porteurs de projets, de ce qu'ils sont prêts à mettre en œuvre. D'où un sentiment parfois de flou lorsqu'on compare une solution de terrain par rapport à une autre. La complexité des questions amène à être de plus en plus fin dans les réponses apportées. De la finesse qui relève parfois de l'ingénierie juridique, fiscale et autres, mais qui relève aussi de l'investissement des porteurs de projets dans la structuration et la gestion de leurs projets. Et là, il y a des aspects humains très importants. Bien. Et donc, de quoi on parle?
on parle de la mise en place d'une seconde structure ou de plusieurs structures en complément d'une structure agricole pour répondre à certaines solutions. Le contrepoint de ça, c'est de tout mettre dans une seule et même structure qui permette de tout faire. Mais ça a des conséquences parce que certaines de ces structures sont limitantes. On ne peut pas faire n'importe quoi en GAEC, en EARL. D'autres sont moins limitantes, mais vont fermer les voies d'accès à certains régimes agricoles. Et donc parfois, il faut trancher. Il faut trancher et faire le choix de démultiplier les structures pour répondre à plusieurs problématiques par l'utilisation de CUMA, de sociétés coopératives, de SCOP, de sociétés commerciales, de GIE, d'associations, de la mise en place de holding éventuellement, même si ce n'est pas forcément trop le sujet par rapport à la typologie de ce qui a été enquêté dans Récoltera. Voire la mise en place d'une autre structure agricole. Je le disais au début, il y a de plus en plus d'exploitants qui se déclarent en pluralité d'exploitation. C'est ce qu'on appelle, nous, l'agriculture modulaire, et qui est un phénomène en développement. Une structure d'exploitation agricole qui fait de l'élevage en engraissement et une autre avec, d'autres participants dont des participants de la première, qui feraient du naissage. Voilà. On a tout un tas de schémas comme ça où on détache une activité d'élevage de l'activité grande culture. C'est extrêmement variable, ça. Et si on cherche ça, c'est pour, quelque part, désynchroniser les différentes problématiques. C'est-à-dire qu'on a différentes questions et on va essayer de trouver des réponses qui qu'on n'a pas si on n'utilise qu'une seule et même structure, mais qu'on va approcher ou peut-être même établir en utilisant plusieurs structures. Et en allant chercher les avantages liés à certaines structures sans s'enfermer dans leurs implications qui peuvent être considérées comme trop radicales. Et donc, si on revient sur les différents objectifs exprimés par les porteurs de projets et qu'on regarde un peu ce que peut apporter la mise en place de structures périphériques, on va arriver, et là je fais vraiment une synthèse très 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 rapide, euh, au schéma que je vais évoquer très rapidement. Quand on regarde par exemple la question de la rentabilité, c'est une question qui basiquement est économique, on est d'accord, pas forcément juridique, mais il y a des montages juridiques qui aident à, à améliorer la rentabilité, soit en jouant sur la charge sociale, la charge fiscale. On a des structures qui optent à l'IS, on a des structures qui se combinent avec une société holding de façon à pouvoir extraire une partie du résultat et le positionner dans une structure à l'IS de type holding. Soit on peut aller chercher la mutualisation des moyens, hein, la réduction des charges sur les moyens d'exploitation. Et ça, c'est le jeu de la CUMA hein, qui est connu et qui est reconnu. L'utilisation des coopératives d'amont ou d'aval. Les sociétés de moyens. Quand on voit que certaines exploitations agricoles mettent en place, à côté de la structure exploitante, une structure commerciale qui fait des travaux agricoles, on est sur un schéma de mutualisation de moyens ou d'amélioration de la rentabilité par la rentabilisation des moyens de production. Les groupements d'employeurs, hein, ça fait partie aussi de ces mutualisations, même si là on parle de moyens humains, même si c'est toujours un peu choquant de le voir comme ça. On peut aussi développer des structures agricoles spécialisées, ça c'est l'agriculture modulaire. On va cibler une problématique d'exploitation sur une structure en particulier pour en améliorer la rentabilité par une meilleure technicité ou une meilleure gestion justement des charges d'exploitation, voire le développement de nouvelles activités, le développement de ces nouvelles activités pouvant aussi améliorer la rentabilité. Et justement, c'est une autre attente des porteurs de projets que d'essayer d'avoir un peu plus de flexibilité sur les activités développées.
Amel le disait très justement, on a des sociétés dont le champ d'activité peut s'avérer limité. Grosso modo, les GAEC, les ERL, les SCEA doivent se limiter à l'activité agricole. Les SCOP, les sociétés commerciales, ont un champ d'activité plus étendu. Donc là, il y a quelque part un choix éventuellement à faire entre une structure qui porte tout ou la mise en place de structures différentes pour porter d'une part, d'un côté, l'activité agricole, d'autre part, une activité de transformation, de vente directe, d'accueil à la ferme, ou tout autre. On peut voir parfois des développements d'activités commerciales complètement déliés de l'activité agricole. On va positionner dans une société commerciale et à laquelle vont participer les porteurs de projets agriculteurs. Ce choix, il est éventuel, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de séparer les activités. On peut assumer d'avoir une structure qui porte l'ensemble lorsque les effets de la mise en place de cette structure au regard des réglementations agricoles sont gérables. Si on n'a pas d'indemnité compensatoire de handicap naturel en jeu, si les régimes d'aide en jeu sont, comment dire, sont relativement limités, on peut faire le choix d'une structure qui portera l'ensemble et qui ne sera pas exclusivement agricole. Sinon, eh bien, on met en place, et ça c'est quelque chose là encore d'extrêmement connu, une société commerciale pour faire de la vente directe par exemple, une société coopérative, un schéma SCOP, parce qu'une SCOP peut très bien être mise en parallèle avec une structure agricole, rien ne l'interdit. Après, il s'agira de savoir qui sont les associés de la SCOP, qui sont les associés de la structure agricole et quelle est la nature de la société agricole, ça on y reviendra. On peut mettre en place des associations, des GIE, voilà. Sachant que le choix de ce type de société va se faire en fonction d'autres objectifs que le développement d'une autre activité. Des objectifs de mutualisation, de dépatrimonialisation, qui pourront être portés par une association ou une société coopérative. Je vais y venir. On a toujours dans les attentes l'attente sur l'accès à un statut social plus protecteur, sous-entendu salarié. C'est là encore l'accès à ce type de statut est quasi impossible en GAEC et en ERL pour les associés exploitants en tout cas. Il est assez compliqué en SCEA. En revanche, on voit bien que la mise en place d'une SAS, donc Société par Action Simplifiée, ou d'une SCOP, nous amène au statut de salarié pour l'associé dirigeant ou participant aux travaux, ce qui peut être un objectif des porteurs de projet. Mais là, il est relativement rare que cet objectif d'accès au statut de salarié nous amène à mettre en place plusieurs structures, notamment parce que si je suis exploitant agricole, non salarié agricole d'un côté, et que de l'autre côté je suis salarié, je vais me retrouver avec deux statuts qui ne se combineront pas forcément très bien, mais ça peut s'assumer. Ça peut s'assumer, ça peut répondre au moins partiellement à des attentes de porteurs de projets. Toujours, et là encore c'est en lien avec la diapo précédente et celle d'avant encore, dans les attentes des porteurs de projets, il y a l'accès au régime agricole. Une activité agricole nécessite généralement d'avoir accès au régime d'aide. Bon, pas toutes. Certaines activités agricoles sont peu aidées, ou en tout cas l'impact des aides peut s'avérer pas forcément très important. Cette question de l'accès au régime agricole, elle est essentiellement GAEC ou SA, SAS ou SCOP. Je m'explique. D'une part, les GAEC sont la structure qui va permettre d'avoir un accès maximisé au régime agricole du fait de la transparence, qui est soumise à conditions quand même, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait que des exploitants qui répondent à certaines conditions. À l'inverse, les SA, SAS et SCOP posent question sur l'accès à ces régimes d'aide. Et si on a pu parvenir
à préserver leur accès aux aides directes de la PAC à travers une définition de l'agriculteur actif qui est maîtrisable dans ce contexte-là. L'accès aux aides JA, effectivement, pose encore question aujourd'hui et c'est un vrai problème. Je regarderai, j'ai entendu tout à l'heure Sylvain sur les ICHN, je regarderai ce qui se passe sur les ICHN parce qu'il peut effectivement y avoir aussi un souci sur les ICHN. L'une des solutions envisageables, c'est éventuellement de là, pour le coup, créer plusieurs structures. Une structure qui va être concentrée sur l'activité nécessitant l'accès au régime d'aide et dont on s'assurera qu'elle en remplit les conditions, et une ou plusieurs autres détachées qui seront positionnés sur d'autres activités. Ça, c'est tout à fait possible, en faisant quand même très attention à l'impact que ça peut avoir sur la structuration du revenu de l'exploitant agricole, parce qu'il y a des cas, notamment les ICHN, les indemnités compensatoires de handicap naturel, où l'agriculteur doit avoir la majorité de son revenu issu d'activité agricole pour y avoir accès. Donc, s'il y a d'autres sources de revenus professionnels, ça peut poser question, sachant que les régimes ICHN ne sont pas bien cadrés encore aujourd'hui. Il y a plein de petites questions qui sont embêtantes et qu'on n'arrive pas à faire évoluer. Il faut aussi se méfier de la notion de clause de contournement. C'est-à-dire que lorsqu'on démultiplie les structures, on prend toujours le risque de voir ces structures consolidées par l'administration pour aller regarder si on remplit, oui ou non, les conditions d'accès aux aides. Donc ça, il faut être assez vigilant sur ces questions-là. Le autre. Eric, je te Ouais. fais le traditionnel petit rappel si tu Oui, veux. la durée. Voilà. Autre attente, la maîtrise du coût de l'installation de la transmission. Alors là, on l'a bien vu, hein, les schémas mutualistes présentent l'avantage de la dépatrimonialisation, en ce sens que la valeur de la part, elle est nominale et elle reste nominale. C'est vrai aussi pour l'association, même si c'est pas exactement comme ça que ça se met en œuvre. Encore faut-il l'assumer déjà, hein, ça, c'est quelque chose que je rappelle à chaque fois, c'est que si on a cet objectif-là, il faut qu'il soit compris, assumé, intégré par tous les porteurs de projets sur le moyen et long terme. Sachant quand même que si on n'est pas sur ces structures mutualistes, les autres sociétés, quant à elles, ne permettent que des choix contractuels, mais qui sont envisageables. On peut, dans une société, s'assurer que la valeur de la part, par une gestion financière serrée, puisse ne pas trop évoluer, ou s'assurer que les modalités d'établissement de cette valeur puissent être cadrées de manière à ce qu'elles répondent à cet objectif d'installation, même si on ne peut pas bloquer la valeur. Si la valeur de l'entreprise augmente, ben, la valeur de l'entreprise augmente dans une société de droit commun. L'une des solutions en structure périphérique, ben, c'est tout simplement de séparer certaines activités et de positionner dans des structures associatives ou coopératives certains éléments de l'activité, comme un magasin collectif, pour s'assurer que cet aspect-là des choses, effectivement, sera dépatrimonialisé. Puis, par ailleurs, il y a de vraies questions de gestion financière à maîtriser, qui est un sujet d'avenir pour l'agriculture française, de mon point de vue. Autre attente, l'accès au foncier. Là encore, il faut se méfier du fait que si le foncier n'est pas maîtrisé par l'entreprise, il y a un élément de fragilité. Bon, l'une des solutions, c'est que le foncier soit détenu par l'entreprise. Mais ce qui reste compliqué, notamment parce que les propriétaires peuvent résister et les exploitants eux-mêmes résistent souvent. La solution, c'est une recherche de solutions externes, une recherche de solutions de mutualisation, soit en interne par les membres du collectif. On a des structures agricoles dont les membres créent un GFA qui leur servira à investir dans le foncier et qui aura sa propre vie.
ce qui permettra aussi de désynchroniser la sortie de la structure exploitante par rapport à la détention du foncier, qui reste mutualisé quand même, et dont les anciens exploitants ne sortiront pas tout de suite, ou peut-être même pas du tout. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, la possibilité de mutualiser de manière externe, par le biais de GFA mutuelles, par le biais de sociétés foncières de structures foncières de type terre de liens. On a dans le projet de loi d'orientation agricole un futur GFA investisseur dont on verra ce qu'il en sortira. Éventuellement, on utilise même des SCI, sachant que là, ce qui est assez intéressant, c'est de bien se souvenir que le GFA doit être concentré sur des immeubles à vocation agricole, donc exploités de manière agricole. Si on a des immeubles qui auraient une autre vocation, dans ce cas-là, ils ont vocation à être, eux, en SCI. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, la question de la réversibilité du projet, qui est une pure question de fait, mais qui, si elle est intégrée par les porteurs, peut s'organiser contractuellement. Rien n'interdit de gérer l'entreprise de façon à ce que les éléments d'actifs restent maîtrisés, à ce que l'investissement ne soit pas trop lourd, quitte à l'externaliser dans une autre structure, de type CUMA par exemple. Et on arrive à trouver des solutions en montage par ce type de... Enfin, à trouver des solutions à ce type de questionnement, justement en mettant en place des structures qui permettent de s'assurer que l'exploitant qui voudrait sortir du schéma d'exploitation puisse le faire plus facilement, éventuellement en restant dans certaines structures parallèles. À titre d'exemple, lorsque j'interviens par exemple sur des projets photovoltaïques, je propose quasi systématiquement de réfléchir à la mise en place de 2 structures, une agricole, une photovoltaïque, de façon à désynchroniser justement ces 2 structures. L'exploitant qui sortira de la structure agricole pourra rester dans la structure photovoltaïque, ce qui réduira la charge d'investissement pour le nouvel installé à venir. Tout ça n'est possible que si on maîtrise certains écueils. Je conclus là tout de suite. Voilà. Il faut maîtriser les surcoûts de gestion liés à la multiplication des structures, coordonner ces différentes structures avec des règles de gouvernance collective, l'établissement clair et net des objectifs des participants, avec un suivi dans le temps, maîtriser les règles de contractualisation collective, être très rigoureux sur la gestion financière entre les différentes structures. Et attention, la déconstruction de ces différents schémas peut s'avérer complexe d'un point de vue fiscal ou lié à certains blocages sur certaines formes juridiques, justement dépatrimonialisées, qu'il faut maîtriser. Et si on a affaire à un GAEC dans le montage, ne pas oublier que l'associé de GAEC est soumis à des conditions. Il ne peut pas être plus réactif comme il le veut, il ne peut pas avoir une autre activité agricole sans que ça ait des conséquences. Et dès qu'on a dans le jeu une société d'exploitation agricole, il y a des typologies de montage qu'il faut réfléchir parce qu'il y a des points de blocage de participation d'une personne morale dans certaines sociétés ou de participation de certaines sociétés dans une personne morale. Je m'arrête là. Merci Eric, super. Du coup, on va pouvoir passer au témoignage. Donc d'abord avec la ferme de Bellettre, avec Mathieu Lerstock, qui est en ferme collective. Et ensuite avec, dans un second temps, François Lacombe, qui va nous parler aussi de son expérience. Mathieu, je te laisse la parole, je fais le partage de ton diapo si tu veux. Ouais. Vous m'entendez bien? Ok. Oui, pardon. J'y vais. Donc moi, Mathieu, je suis un des paysans associés à la ferme de Bellettre. Je vais présenter rapidement la ferme, mais pour faire la transition avec ce que vient de dire Eric, on va illustrer un peu ce qui m'entend par la multiplication des structures. C'est un peu ce qu'on a fait chez nous à l'heure actuelle, puisqu'on a aujourd'hui une SCOP, un GAEC, on est adhérent de 3 CUMA et la ferme appartient en grande partie à Terre de Liens. Donc je vais vous raconter un petit peu le point de départ. C'est un projet politique qu'on essaye d'incarner dans une activité agricole chez nous.
Ça a démarré en 2015 et on s'est tout de suite posé la question de la transmission de la ferme et de comment on peut faciliter les installations, puisque pour nous, si on veut opérer la transition agricole et agroécologique, il faut sortir, si on veut sortir des énergies fossiles et de la chimie, il faut remettre des hommes et des femmes dans les fermes. Et si on veut remettre des hommes et des femmes dans les fermes, il faut leur offrir des conditions facilitées d'accès au métier. Et on s'est rendu compte, quand on était nous dans cette phase-là, que c'était compliqué d'accéder au métier, notamment pour des raisons financières. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut imaginer un montage juridique qui permet de s'installer sans devoir s'endetter sur plusieurs années et qui laisse la possibilité à un grand nombre de personnes de devenir paysans ou paysannes, même s'ils n'ont pas accès au crédit bancaire, quoi. Donc, comment transmettre une entreprise sans en transmettre le capital ou les différents capitaux. Donc, on va voir chez nous à quoi ça aboutit au bout de quasiment 10 ans maintenant. Donc, nous, la ferme, aujourd'hui, on est paysans boulangers et maraîchers. On est environ une équipe de 7 à 10 personnes selon la saison. On a plusieurs, on est 4 associés aujourd'hui dans le GAEC et dans la SCOP, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis on a 3 personnes qui sont en passe de devenir associés. C'est pour la plupart des anciens ou des actuels salariés ou stagiaires à qui on vient de proposer de devenir associés. Voilà, ça vous donne une idée un peu de l'équipe, rapidement. Les ateliers, donc voilà, on fait du maraîchage diversifié, on fait des grandes cultures qu'on transforme à la ferme en farine, puis en pain au levain, et puis on a aussi des petits ateliers d'animation pédagogique et de formation. On peut passer, voilà, rapidement, le temps de travail, à peu près 7 ETP à l'année, un chiffre d'affaires autour de 300 000 € à peu près aujourd'hui, là c'est le chiffre 2022, mais on est à peu près autour de 300 000 €. La ferme, voilà, ça va me permettre de parler un peu du capital foncier, parce que pour nous, on distingue un peu le capital foncier du capital d'exploitation en termes de propriété et donc de transmission. Pour nous, le capital foncier, c'est un outil, c'est un bien commun qui est mis dont on a l'usage en tant que paysan pour produire de l'alimentation, mais c'est pas quelque chose qui devrait être ni à acheter ni à vendre, c'est juste un bien commun de l'humanité. Et donc là, le montage qui nous permet de se rapprocher de cette idéologie-là, c'est le montage Terre de Liens. Aujourd'hui, il y a les 3/4 de la ferme qui sont propriété de la foncière et il y a un dossier d'instruction en cours pour que la foncière Terre de Liens rachète l'intégralité des terres et des bâtiments d'habitation et des bâtiments agricoles de la ferme de Belêtre. Donc c'est une façon pour nous de les sanctuariser et de s'assurer que tout ça ne sera plus jamais à revendre et donc pas une charge pour les repreneurs. Bon, là seulement tu peux passer. Et donc on a, par ce montage Terre de Liens, on évacue quand même une grosse partie du problème de la transmission, c'est-à-dire le capital foncier et bâti. Il nous reste le capital d'exploitation qui est tout l'outil de travail en fait, les tracteurs, les tunnels, le four, le moulin, etc., etc. Vous verrez qu'on a investi pas mal d'argent depuis le début et du coup ça représenterait dans un montage juridique classique type GAEC ou EAL un montant important à reprendre par les repreneurs. Et donc nous on s'est dit mais on veut trouver un montage juridique dans lequel on est rémunéré pour notre travail et pas sur notre capital ou sur notre patrimoine qu'on constituerait pendant toute notre carrière. Et en contrepartie d'un capital qui reste propriété de l'entreprise, c'est le cas de la SCOP, on veut pouvoir bénéficier d'une protection sociale améliorée par rapport à celle du statut d'exploitant non salarié agricole. C'est comme ça qu'on est arrivé au statut de SCOP en 2015, bien qu'on se soit installé d'abord sous statut associatif. Tu peux rester sur la diapo d'avant. On s'est installé sous statut associatif et on a transformé l'association en SCOP en novembre 2016. Ça permet de répondre à une question qu'il y avait tout à l'heure. La loi prévoit ça, de transformer facilement une association en SCOP tout en gardant les réserves de l'association qui soient transmises à la SCOP. Donc on a choisi la SCOP pour le côté autogestion par les travailleurs. C'est la seule entreprise dont les associés sont majoritairement les salariés. Pour le côté protection sociale, pour le côté impartageabilité des réserves et du patrimoine,
et sur son fonctionnement démocratique, une personne, une voix, ça a déjà été cité tout à l'heure. Et puis les règles de répartition du résultat, je vais y revenir avec une autre diapo juste après. Donc le montage juridique, ça c'est les ateliers existants. Jusqu'en 2022, au 1er janvier 2023, on a créé le GAEC et on a scindé les activités en deux. Donc le GAEC a aujourd'hui les activités purement agricoles, la partie maraîchage, la partie grande culture et la partie meunerie, et puis les activités de transformation, de commercialisation, de formation, etc. sont restées dans la scope. Voilà, c'est le montage actuel, la séparation des activités. Donc, ce qu'on a fait, c'est que la SCOP reste propriétaire de l'outil de travail pour garantir justement la non-patrimonialisation et qu'il n'y ait pas de reprise au moment d'arrivée de nouveaux associés ou de remplacement d'associés. Donc, la SCOP possède l'outil de travail et l'outil de travail est loué par le GAEC à la SCOP pour pouvoir réaliser les activités de maraîchage, de grande culture et de meunerie. Voilà, tu peux passer. Donc, une petite diapo de règle de synthèse, c'est-à-dire le capital à la ferme de Belêtre appartient, pour ce qui est du foncier du bâti, à Terre de Liens, ou bientôt intégralement à Terre de Liens, le capital d'exploitation à la SCOP. Donc, ce qui fait qu'il n'y a rien à racheter pour s'installer ou accéder au métier chez nous. Au SCAEC de Die, là, dans la Drôme, leur slogan, c'est 20 000 €. Chez nous, c'est 50 € qu'il faut avoir en poche pour devenir associé de la SCOP. Et puis, maintenant qu'on a fait GAEC, il faut mettre 500 € dans le GAEC. Donc, c'est 550 € pour devenir associé dans notre montage juridique. Alors, soit dans la SCOP, soit dans le GAEC, soit dans la SCOP et le GAEC. C'est donc 50 € dans la SCOP, 500 € dans le GAEC. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir accéder facilement au métier, d'entrer et de sortir aussi facilement. Il y a suffisamment de choses compliquées à régler au moment des installations et des transmissions d'ordre humain, d'ordre technique, de transmission entre nous, que voilà, si on peut évacuer les questions d'argent, ça simplifie grandement les choses, même si ça ne fait pas tout. En tout cas, nous, ça nous simplifie les choses, quoi. Donc un petit exemple par rapport à nos sources de financement. Aujourd'hui, le capital d'exploitation, c'est à peu près un peu plus de 300 000 € que la SCOP a investi dans l'outil de travail depuis 10 ans. Et ces 300 000 €, voilà, je vous ai mis les différentes sources de financement. L'apport de ces associés, c'est 3 000 €. On était 5 associés au départ, donc voilà, 3 x 5, 15. Avec un cap SCOP, c'est de l'argent de la région Centre qui, pour 1 € lié au capital social, à la création de la SCOP, met 1 € en face. Et puis ensuite, les 7 000 €, c'est donc l'argent de l'association, d'une autre association qu'on a créée avant l'association où on s'est installé. C'est une association qui nous permettait de faire de la boulangerie, de reprendre l'activité pain. Donc c'est un don qu'on a trouvé à une autre. Et puis le gros morceau, c'est l'autofinancement. Je vais y venir sur la diapo juste après. Comment la SCOP s'autofinance ses investissements. On a fait appel à des subventions publiques autant que possible. Et puis, on a fait un financement participatif. Donc, les règles de répartition du résultat, dans une SCOP, vous voyez, il y a des règles à respecter qui sont édictées par la loi sur les SCOP. Et puis, celles que nous, on utilise à la ferme de Belêtre, on a choisi de ne pas rémunérer du tout les parts sociales et de partager les 100 mètres de gestion lorsqu'on clôture un exercice entre l'entreprise et le travail. Donc l'entreprise, c'est la part qui reste et qui va dans les réserves impartageables. Et le travail, c'est la partie qui est partagée entre tous les travailleurs de l'année, qu'ils soient associés, salariés ou simples salariés, au prorata du temps de travail qu'ils ont passé à travailler dans la structure à l'année, puisque c'est la somme du travail de tout le monde qui a permis de dégager cet excédent net de gestion. Il y a une grosse partie de cet argent qui reste aussi dans l'entreprise, puisqu'on a signé un accord de participation entre nous, ce qui fait que cet argent-là, cette part travail qui doit revenir aux travailleurs, finalement, reste dans l'entreprise sous forme d'épargne salariale. Et donc, c'est l'intégralité, finalement, du résultat qui reste dans l'entreprise, quasiment, et qui lui permet d'améliorer ses capacités d'autofinancement, et donc les fameux 120 000 € qu'on a pu investir dans l'outil de travail au fur et à mesure des années pour voilà, améliorer nos conditions de travail. Tu peux passer.
Voilà, ça je l'ai dit. Les liens entre les structures, bon ben voilà, on peut passer assez vite, j'en ai parlé. Il y a juste l'AMAP, on rajoute l'AMAP qui est aussi associée dans la SCOP. L'AMAP, c'est l'association qui réunit tous nos adhérents à l'AMAP de Belêtre. Et donc, sur la diapo suivante, on peut voir que les associés du GAEC et de la SCOP sont les mêmes, sauf qu'il y a un associé de plus dans la SCOP qui est une personne morale, en l'occurrence l'AMAP de Belêtre. Une dernière diapo pour proposer d'aller un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, quand on essaye d'être dans l'esprit dans lequel on était, et je pense qu'il y a de plus en plus de porteurs de projets qui sont dans cet état d'esprit-là, qui adhèrent au projet politique de la SCOP, c'est-à-dire de se rémunérer pour notre travail et non pas sur le capital, de ne pas patrimonialiser sur un outil de travail, mais de bénéficier d'une protection sociale. Eh bien, on bute sur plusieurs choses, c'est-à-dire la nécessité de devoir monter plusieurs structures juridiques, c'est ce qu'Éric disait, pour pouvoir bénéficier du régime agricole, mais également de la protection sociale. Enfin, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, les gens me disent, mais c'est compliqué de monter deux structures, ça fait deux comptabilités, ça fait des coûts de gestion supplémentaires. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers la reconnaissance d'une seule société coopérative de régime agricole qui permet de cumuler les intérêts de la SCOP et du GAEC, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance de la SCOP comme agriculteur actif, effectivement, ça donne accès aux aides de la PAC, que ce soit les aides surfaciques ou l'aide compensatrice JA, par exemple. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on bute sur l'accès à la DGA, on en a parlé, puisque la définition française n'est pas harmonisée avec les définitions européennes, et la définition française exige l'affiliation à la MSA en tant que non-salarié agricole. Donc, par définition, ce n'est pas adapté à la SCOP, puisqu'on cumule le statut d'associé et de salarié. Donc voilà, là, il y aura une évolution réglementaire ou législative, je ne sais pas, à opérer pour aller en ce sens-là. Peut-être qu'on pourrait imaginer davantage de soutien public à l'investissement dans les scopes agricoles, puisque ces aides publiques sont sanctuarisées en réserve impartageable, donc elles ne seront jamais, elles vont être partagées entre les associés, elles ne tomberont pas dans le patrimoine privé lors du départ d'un associé. Et ça, en termes d'efficacité de l'argent public, c'est quand même un peu exceptionnel, et je pense que ça mérite d'être mis en avant auprès des pouvoirs publics. Et puis dernier point, mais j'en ai un petit peu parlé, pourquoi pas aller vers une scope de régime civil qui permette de reconnaître à la fois le droit coopératif, mais aussi les spécificités de l'activité agricole dans une même structure. Limiter les prises de part par des associés extérieurs, ça c'est éviter les dérives de la financiarisation de l'agriculture, hein. S'assurer que les gens qui sont aux manettes sont bien les gens qui travaillent et qui travaillent sur le terrain en tant que paysans et paysannes. Voilà, c'est mes propositions pour aller plus loin. Super, merci beaucoup Mathieu. Je crois qu'on va avoir pas mal de questions sur tout ça, mais avant de passer aux questions, on va passer au témoignage de François Lacombe, qui est donc agriculteur dans le Gers et qui est en cours de transmission et qui va nous expliquer justement comment est-ce qu'il gère cette transmission aujourd'hui, et puis aussi avec la particularité d'être en CUMA et en coopérative. Et donc, avec tous les avantages et les inconvénients de cette situation-là. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien là? Très bien. Bon, voilà. J'espère que ça ne va pas couper. Si ça coupe, vous me le dites, je couperai la caméra. Oui, moi, je vais avoir quelque chose qui est, je vais dire, plus traditionnel en agriculture. Je vais vous raconter l'histoire. Moi, j'ai repris une exploitation en 1986, j'ai 60 ans aujourd'hui. Voilà, une petite exploitation qui était dans le Gers, qui faisait un peu d'élevage et un peu de céréales. Donc j'ai repris ça à titre personnel. Je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'associer parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait les mêmes projets, les mêmes envies que moi. Donc je suis parti sur quelque chose d'individuel comme ce qui se faisait il y a 40 ans. Hein. La plupart, les sociétés existaient peu il y a 40 ans et c'était essentiellement des exploitations individuelles. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je parle d'individualisme, mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi besoin des autres pour travailler. C'est-à-dire, j'ai adhéré à plusieurs coopératives. Alors, j'ai adhéré à une coopérative
traditionnel pour l'approvisionnement et la collecte parce que je ne voulais pas m'occuper de commerce. Voilà, ce n'était pas mon truc. Moi, mon truc, c'était la production. Donc en fait, je voulais juste produire et déléguer la partie commerciale, que ce soit en aval ou en amont, à une coopérative. Donc, j'ai adhéré à une coopérative. C'était très simple. J'ai souscrit du capital social et de suite, j'ai adhéré à ma coopérative. J'ai adhéré à une autre coopérative pour la partie animale, puisque j'ai créé un atelier d'aviculture. Donc voilà, je me suis mis à faire de la volaille. Donc j'ai adhéré à une autre coopérative pour un objet différent. Voilà. Ensuite, je n'avais pas beaucoup de matériel, donc il y avait une CUMA qui existait juste à côté de chez moi, qui m'a fourni un certain nombre qui m'a mis à disposition un certain nombre de matériel, notamment pour la récolte des céréales. Ce qui m'a bien arrangé, puisque moi, au début, je n'avais pas beaucoup d'argent pour investir et puis pas beaucoup de possibilités d'aller chercher des financements à l'extérieur. Donc, tout ceci m'a bien aidé à démarrer. Et puis, j'ai adhéré à autre chose dont je n'ai pas entendu parler aujourd'hui. J'ai adhéré à une ASA. Alors, une ASA, c'est une association syndicale autorisée. C'est un établissement public administratif contrôlé par l'État et qui est géré par ses adhérents. Et l'objet, c'est essentiellement des propriétaires fonciers et qui mettent en valeur un bien. Alors, en l'occurrence, dans le sud-ouest, on a pas mal d'irrigation. Et en l'occurrence, on avait créé, dans les années 70, un lac d'irrigation. Et en fait, cette ASA est en charge de la gestion de ce lac d'irrigation et en même temps de l'entretien de ce lac et de la gestion de l'eau. Voilà, ça existe toujours, depuis 1972, je crois, elle a été créée. Et c'est quelque chose qui est à disposition des propriétaires et des gens qui décident d'utiliser le lac. Voilà. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais il faut savoir que ça existe aussi. Avec les coopératives, notamment, ça m'a permis aussi d'avoir des contrats de production, notamment pour la partie volaille, ce qui me sécurisait au niveau de mes investissements, puisque ce sont des investissements qui sont quand même assez lourds et sur des durées assez longues, c'est-à-dire entre 10-15 ans. Donc, moi, j'avais besoin d'être sécurisé avec des contrats et la coopérative pour la partie animale me proposait des contrats. Alors, quand on signe un contrat avec une coopérative, c'est un contrat de 5 ans qui est renouvelable. Donc, en fait, tous les 5 ans, on peut continuer avec la coopérative, on peut changer de la coopérative, mais pour la plupart du temps, sauf cas exceptionnel d'arrêt ou retraite ou autre, on peut continuer. Voilà. Alors, pourquoi des coopératives, vous me direz? Parce que j'aurais très bien pu travailler avec des privés. Ça existe, il y aurait des privés qui auraient pu, hormis, je ne parle pas de la CUMA, sinon à faire appel à un entrepreneur, mais j'aurais pu travailler avec des sociétés privées, des négociants et tout ça. Alors moi, je voulais quand même avoir une visibilité sur où allaient mes produits, une visibilité sur les structures avec lesquelles je travaillais. Et pour tout vous dire, une année, j'ai travaillé avec un privé, et notamment pour faire de la production de semences, parce que les coopératives autour ne me feraient pas cette possibilité de semences légumières. Et à un moment donné, bien sûr, j'avais un contrat. J'ai livré ma récolte. Et puis je me suis dit à ce moment-là, en fait, si le privé aujourd'hui dépose son bilan, qu'est-ce qui me reste? En fait, il ne me reste rien. Parce que je n'ai pas de visibilité sur ses comptes et sur ce qu'il fait. Or, quand je suis adhérent d'une coopérative, chaque année, j'ai la visibilité sur les comptes. Donc, en fait, même si je ne m'implique pas dans la gouvernance de la coopérative, ce qui est autre chose, chaque année, à l'Assemblée générale, on me présente les comptes et on m'explique comment elle est gérée et ce qui va se passer. Voilà. Et c'est ça vraiment qui m'intéressait pour avoir aussi cette visibilité. Bon, il s'avère que plus tard, je suis aussi rentré dans la gouvernance d'une coopérative, où là, ça va plus loin. Bien sûr, on rentre directement dans le fonctionnement et dans les projets de la coopérative et dans la gestion au quotidien. Voilà. En 2023, mon fils a souhaité me rejoindre sur l'exploitation. Alors, il m'avait dit à l'origine qu'il attendrait que je sois à la retraite. Et puis finalement, il a été salarié, puis il a été un peu auto-entrepreneur.
Et puis finalement, il a décidé que, voilà, en accord avec moi, bien sûr, de rejoindre l'exploitation. Alors, finalement, ça a été une bonne chose puisque ça va permettre, moi, il me reste à peu près 4-5 ans à faire, de faire une transition et de permettre, je dirais, la transmission par l'exploitation en douceur. Alors, on a essayé de regarder un peu ce qui était possible. On a regardé d'abord le GAEC. Alors, le GAEC, c'était compliqué puisque lui voulait garder son auto-entreprise, donc c'était juridiquement compliqué, pas possible. Donc, ce qui nous a semblé le plus opportun, c'était le ARL. Donc, on a créé cette ARL il y a moins d'1 an. Donc, moi, j'ai apporté à peu près 85% du capital à travers les biens qui étaient sur l'exploitation et lui a apporté 15% à travers du financement, enfin des finances qu'il détenait jusque-là. Voilà. Et puis, donc, on a commencé. Alors, il y a deux choses. Comment faire pour transmettre tous les contrats que j'avais avec les coopératives et le capital social que j'avais, les relations que j'avais. Alors ça a été extrêmement simple. J'ai appelé mes coopératives, j'ai dit voilà, je souhaite arrêter mon activité à titre individuel et passer à un ARL. On m'a dit vous avez deux possibilités. Ou bien on vous rend votre capital social et la société reverse, ou bien vous demandez un transfert. Ce que j'ai fait, donc j'ai demandé un transfert du capital social. Ça a été fait en quelques jours. Voilà. Et l'activité, en fait, a continué sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Ça a été extrêmement fluide. Donc, le capital social de mes coopératives, qui n'est pas très élevé, c'est entre 500 et 2000 euros pour chacune, a été transféré. Et puis on a, je veux dire, l'exploitation ne s'est pas arrêtée, même si la forme juridique a changé. Voilà. Et puis est arrivé un moment où, à la fin de l'exercice, il a fallu décider comment on partageait la valeur, en fait. Donc, c'est l'Assemblée générale qui détermine le partage de la valeur. Alors, il y a, comme notamment Eric l'a dit tout à l'heure, on peut partager suivant affecter une partie au capital, affecter une partie au travail. Nous, d'un commun accord, on a partagé la valeur uniquement sur le travail et on a décidé de ne pas rémunérer le capital. Voilà. Bon, ça se fait certainement aussi parce qu'on a un lien familial. Hein. Si ça avait été deux associés qui n'avaient pas de lien familiaux, il aurait fallu trouver sûrement une autre solution. Mais je pense qu'il est important, ça, de le préciser avant et de l'écrire dans des statuts pour que ce soit clair au départ. Voilà. À mon avis, c'est très important. Voilà. Je vais pas vous dire, je répondrai plutôt aux questions s'il y en a. Ouais. Voilà, parce que je vois que l'heure avance. Moi, je pense que dans les enjeux qu'on a à venir, c'est le portage du capital en agriculture. Je crois que c'est quelque chose qui est important et c'est un des enjeux primordiaux des années à venir. Voilà. Et je suis content qu'il y ait ces genres de témoignages pour trouver des solutions à ça. Et puis surtout, la seconde chose, dans les sociétés, je pense qu'il faut créer une société, c'est facile. Sortir d'une société, à mon avis, c'est plus compliqué. Il faut, à mon avis, que ce soit très clair entre les associés, au moins entre les associés et sur les gens qui rentrent au départ, savoir comment ils sortiront à la fin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment très riche. On voit vraiment la diversité des façons de faire et de s'en sortir un peu dans ce paysage juridique très varié. Donc, il nous reste 10 minutes, donc on va passer aux questions-réponses. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les prendre, hein, Elsa, je te laisse la main pour ça. Oui. Oui, on n'aura sûrement pas le temps de toutes les prendre parce que l'heure avance. Il y avait des questions notamment sur l'accès aux aides pour ce nouveau type d'installation. C'est des questions qui sont arrivées quand Eric parlait. Je pense que Mathieu a quand même bien clarifié les choses. En tout cas, le diaporama était très clair pour moi. N'hésitez pas à dire si c'était pas clair pour vous. Il y avait quand même une question pour Eric sur, alors, est-ce que globalement, le jour où les SIXCOP ont accès à un véritable statut agricole pour ses associés, permettant entre autres d'obtenir la DGA, ce genre de structure n'aurait presque plus de freins, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a d'autres freins qui obligent à des montages juridiques avec plusieurs structures, par exemple GAEC, VER, SIC? Eric, c'est une question pour toi. Alors, d'une part, l'évolution de tout ça, effectivement, va pas se faire tout seul. Faudra une vraie réflexion d'ensemble. Ça pose enfin,
les enjeux sont lourds. Enfin, ceux qui bossent avec moi savent que je suis très favorable à une prise en considération des scopes, des SIC dans les schémas agricoles. Maintenant, on s'épuise à essayer de trouver les solutions. Et si, enfin, on arrive à les trouver, ces solutions, il restera quand même quelques éléments, alors pas bloquants, mais qu'il faudra assumer. Le régime fiscal, parce que, par exemple, hein, une ERL unipersonnelle peut être au micro-BA, un GAEC peut être au micro-BA, si on ne dépasse pas les seuils. Au-delà de ça, les régimes de réel en bénéfice agricole peuvent avoir une certaine utilité. Il y a des régimes d'exonération des plus-values professionnelles qui sont spécifiques aux sociétés à l'impôt sur le revenu, enfin aux structures, aux entreprises à l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, de toute façon, ne sera pas forcément réglé par le traitement uniquement des questions d'accès aux aides. Donc il y a ça déjà. Et puis les SIC et les SCOP, enfin, le choix de la SIC ou de la SCOP, plus spécifiquement de la SCOP d'ailleurs, implique que les porteurs de projets soient clairement dans un certain état d'esprit qui n'est pas partagé par tous les exploitants agricoles. C'est-à-dire que l'objectif de dépatrimonialiser les actifs d'exploitation, la notion même que j'entendais, Mathieu en parlait, et ça, c'est tout à fait respectable, la notion même de considérer que le foncier est un bien commun, c'est très respectable. Tout le monde ne partage pas cette approche. Donc tout ça doit voilà, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir enfin des structures adaptées à ce que veulent les exploitants agricoles. Donc s'ils portent ça, qu'il y ait des freins au fait d'y aller est un problème. Voilà, c'est ce que je pense depuis fort longtemps. Voilà. Ok, merci. Toujours pour toi, Eric, il y avait une question. Donc, si tous les bâtiments sont à vocation agricole, pourquoi choisirait-on entre une SCI ou un GFA? Pour de basses raisons fiscales. Le GFA est la seule société qui permette de bénéficier d'exonération d'assiette en droit d'enregistrement en cas de donation ou de succession. GFA, GFR, voilà. La SCI n'y a pas accès, point barre. C'est pour ça qu'on différencie entre les immeubles à vocation agricole, on va coller en GFA parce qu'il y a quelques intérêts fiscaux, et puis le reste, on le met en SCI, justement pour protéger les intérêts fiscaux du GFA, et puis la SCI va gérer tranquillement les choses. Ok, merci. On passe aux questions pour Mathieu. Alors, il y avait au moins 3 questions sur quel est pour toi l'impact au niveau administratif et formalisme de gérer 2 structures, la SCOP et le GAEC au lieu d'un. Et il y avait surtout d'autres questions sur qui gère les flux financiers entre les deux et quels sont ces flux financiers. Je vais commencer par là. On fait notre compta nous-mêmes, hein, c'est une associée là, c'est Lucie chez nous qui fait la compta. On s'est formé auprès de la FOG et on est accompagné par la FOG pour faire notre enregistrement comptable, notre clôture comptable, dépôt de liasse fiscale pour la SCOP, déclaration de TVA, etc. Donc on fait deux comptas, une pour la SCOP et une pour le GAEC. Et on a 2 certifications bio également pour la SCOP et pour le GAEC. 2 contrats d'assurance. Il y a quelques doublons quand même comme ça qui sont inévitables, on ne peut pas faire autrement. Et puis les flux financiers, eh bien, la SCOP achète de la farine au GAEC pour faire du pain, et le GAEC paye une location du matériel à la SCOP pour pouvoir réaliser ses travaux de production. Voilà, les flux financiers entre les 2 structures, c'est à peu près ça, quoi. Et une dernière question pour toi, avant de clôturer ce webinaire, c'était du coup la SCOP permettrait aussi de partir en retraite avec plus de sécurité financière, point d'interrogation, car les paysans ont souvent des difficultés à se rémunérer avec leur travail, d'où la capitalisation pour partir avec un pécule faute de retraite suffisante. Et la SCOP est-elle le seul outil pour pallier ce problème de rémunération du travail qui freine a priori la transmission, car incite à la capitalisation? C'est une question. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est au-delà d'une question juridique, c'est une question philosophique et de projet d'entreprise, de projet politique au sein de l'entreprise.
quel rapport on a à la protection sociale, au travail et au capital en général. Aujourd'hui, dans les statuts agricoles classiques, les paysans font le choix, consciemment ou non, je ne sais pas, mais de mettre une grosse partie de la richesse créée dans le capital et de différer leur rémunération au moment de leur départ par cet effet patrimonialisation. Voilà, nous, on n'a pas cet état d'esprit-là, on préfère rémunérer le travail au fur et à mesure des mois qui passent et de ne pas compter sur un pécule, justement, en fin de carrière pour ne pas plomber la reprise de notre ferme. C'est un rapport totalement différent aux choses. Et pour répondre un petit peu par rapport à tout à l'heure, ce qu'on propose, c'est absolument pas de remplacer tous les statuts existants par un seul et qui correspond à celui qu'on propose. C'est juste d'en rajouter un parce qu'on pense que non seulement nous, il correspond à notre aspiration, mais il y a aussi, par expérience, beaucoup de porteurs de projets qui passent chez nous et qui passent dans plein de structures du réseau et qui aspirent à ce montage juridique-là et à ce rapport au capital et à la protection sociale. Donc l'idée, je rejoins Eric sur sa conclusion, c'est que si aujourd'hui il y a des freins à des installations de ce type-là qui pourtant me paraissent vertueuses pour faciliter des transmissions et le renouvellement des générations agricoles et la transition agroécologique, eh bien, il faut absolument lever les freins parce que c'est un enjeu important, quoi. Ok. Juste une dernière question, parce qu'il y en a qui n'ont pas bien saisi. Pourquoi, en fait, Mathieu, tu peux repréciser pourquoi vous avez fait un GAEC et après la SCOP, en fait? Pourquoi vous avez fait les deux? Quel est l'intérêt? L'intérêt, ça nous a permis de séparer en deux les activités, d'une part les activités purement agricoles dans le GAEC, pour pouvoir bénéficier du régime agricole. Eric en a parlé quand même longuement. Et de l'autre côté, conserver la SCOP qui, elle, mène des activités qui ne sont pas purement agricoles, c'est-à-dire des activités qu'on ne peut pas mener dans un GAEC et qui, pour nous, sont importantes. Et en plus de ça, la SCOP nous permet d'assurer l'impartageabilité des réserves et du capital d'exploitation, puisque c'est elle qui détient l'ensemble de l'outil de travail, qui fait que le GAEC ne détient pas de capital, et donc il n'y a pas de question de revalorisation des parts sociales ou de valeur d'entreprise au moment de la transmission, puisque tout appartient à la SCOP. Ok, très bien. Alors, on a quasiment répondu à toutes les questions. Désolé pour ceux qui ont des questions supplémentaires, mais de toute façon, vous aurez le webinaire qui a été enregistré et éventuellement les contacts des uns et des autres. On pourra vous fournir ça, ainsi que les diaporamas, si les intervenants le veulent bien entendu. Je laisse Floriane conclure. Oui, tu as presque tout dit. Merci à tous, merci aux intervenants, et puis merci à tous d'être venus et d'avoir écouté et partagé vos questions là-dessus. Donc, pour rappel, c'était le deuxième webinaire là, sur les aspects juridiques. On va organiser aussi un webinaire sur les aspects humains de cette question de la transmission des collectifs. Alors, on n'a pas encore la date, mais ce sera au mois de septembre, donc on vous tiendra bien sûr informé de ça. Et à propos de ce webinaire, Elsa l'a dit, on vous transmettra les infos sur l'enregistrement, le compte-rendu, et puis éventuellement aussi les contacts et les diapos dans un temps par la suite. Voilà, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.